20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. L'Assemblée nationale au cœur d'une polémique. Ses membres, les députés, sont accusés de ne pas reverser les impôts. Une révélation d'Ousmane Sonko, inspecteur des impôts qui fait des ordres. Abdou Mbow, troisième vice-président auprès de l'institution dément. Vous l'entendrez au cours de cette édition. La RTP sécurise ses données. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes met en place un système d'identification des abonnés. Du côté des associations des consuméristes, l'initiative est saluée. Toutefois, les organisations de défense des consommateurs invitent la RTP à protéger les informations des clients. Pèlerinage marial de Popenguine, tout est fin prêt pour assurer le succès de l'événement. À la paroisse de Grand-Yoff, la liste des inscriptions est clôturée. 800 pèlerins sont inscrits. Et puis, à quelques mois de l'hivernage, l'ONAS prend les devants. L'Office national pour l'assainissement du Sénégal investit 900 millions dans du matériel destiné à offrir une meilleure qualité dans ses prestations. Les détails avant la fin de cette édition avec le patron de l'Office en tournée actuellement dans la banlieue dakaroise. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous et tout de suite retour sur cette livraison du quotidien Le Populaire qui secoue actuellement le landerneau politique. Le Canard s'est en effet intéressé aux privilèges de la représentation nationale avec cette question: les revenus des députés sont-ils imposés? Eh bien, à en croire l'inspecteur principal des impôts et domaines, il n'y a jamais eu de reversement d'impôts de la part de ces derniers. Une révélation qui fait tache dans une institution qui doit s'ériger en modèle. Abdou Mbow, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, est monté au créneau pour battre en brèche les déclarations de l'autorité. Les détails dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Modou Diop. Dans les colonnes du quotidien Le Populaire paru ce lundi, des déclarations qui fâchent. Les députés ne s'acquittent-ils pas de leurs droits et obligations d'impôt? L'inspecteur principal des impôts et domaines de révéler. Il n'y a pas de reversement d'impôts de l'Assemblée nationale. Comme c'est le système de prélèvement à la source, c'est le questeur qui paye les salaires, qui doit opérer la retenue et qui les reverse. Ce qui est constant, c'est jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu de reversement d'impôts. Face à ces propos, le député Abdou Mbow donne sa version. Depuis 2012, le début de la législature, l'impôt est régulièrement payé par les députés. C'est le questeur qui fait les retenues. Et au niveau du trésor de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une direction du trésor à l'Assemblée nationale, c'est au niveau de la direction du trésor que les chèques sont faits et acheminés au niveau du trésor public. Depuis fin 2015, ces prélèvements ne sont pas reversés dans les caisses du trésor public. Qu'en est-il réellement? La personne qui s'en occupe au niveau du trésor de l'Assemblée nationale est partie à la retraite. Et vous savez comment fonctionne quand même l'administration. On ne va pas prendre un journaliste ou bien un informaticien, le mettre à la place de quelqu'un qui s'occupe d'argent. Il faut quand même un remplaçant et aussi il faut du temps pour qu'on puisse acheminer tout cela. Les propos de Ousmane Sonko, par ailleurs leader du parti politique PASTEF, Abdou Mbow les qualifie comme étant une déclaration politique et il faut le prendre comme tel. Nous avons pris la latitude de préciser cela pour que les populations comprennent que c'est de l'intoxication. Tout citoyen doit payer ses impôts. C'est une obligation pour contribuer au développement du pays. Voilà la déclaration du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances et du maire de Thiès, Talla Sylla. Ils invitent les citoyens à s'acquitter de leurs devoirs. Déclaration faite à l'occasion du lancement des journées nationales d'information sur l'impôt et le recouvrement fiscal. Thème choisi cette année, l'école et la promotion du civisme fiscal. Une correspondance signée Cheikh Anta Diop et Saïla Tir.
Fiscal nous concerne tous, comme l'atteste le choix du thème, qui à coup sûr va permettre, à travers l'école pépinière des futurs cadres du pays, d'instaurer dès le bas âge un comportement fiscal citoyen chez les élèves, qui sont les contribuables de demain. C'est à ce titre que tous les élèves des différents établissements scolaires de Thiès étaient conviés au lancement des Journées nationales d'information. Aujourd'hui, le thème porte sur l'école et la promotion du civisme fiscal. Quel rôle l'école peut-elle jouer à asseoir le civisme et à contribuer à sa promotion? Il faut revenir sur la grande opportunité qui nous est offerte de rappeler à chacun d'entre nous que ce pays ne peut se développer qu'avec la contribution de chacun d'entre nous. Et cela suppose une implication de tous. Talla Sylla, le maire de Thiès, a asséné ses vérités. Tous doivent payer l'impôt sans aucune forme de discrimination. La mobilisation des ressources des contribuables est une œuvre de gestion citoyenne. Ces contributions constituent le principal levier financier de la gouvernance locale. La mobilisation des ressources ainsi faites contribuera au fonctionnement des institutions et à l'investissement au bénéfice des citoyens. En contrepartie, une bonne utilisation de cette contribution doit être en vigueur. Ceci exige de notre part une répartition équitable et judicieuse dans un contexte de rareté des ressources. L'assistance a réservé des applaudissements nourris au maire de Thiès. Ce dernier a invité tous ses collègues à s'investir dans le recouvrement fiscal, mais aussi à gérer les deniers dans la plus grande transparence. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes met au point un système pour identifier les abonnés des opérateurs de téléphonie. Le but est de parvenir à authentifier les utilisateurs, un travail réalisé en se basant sur les éléments de la carte d'identité nationale. Cette opération de sécurisation des données sera gérée par la Direction de l'automatisation des fichiers, la DAF. Du côté des consommateurs, on salue l'initiative. Toutefois, les associations de défense met en garde la RTP quant à la protection des informations des clients. Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy ont assisté au lancement du projet reportage. Un nouveau projet pour assainir et sécuriser les bases de données des opérateurs de téléphonie mobile. L'autorité de régulation des télécommunications et postes entend mettre derrière chaque numéro une identité fiable. Des questions liées à la sécurité nationale nous obligent aujourd'hui à être très regardants sur ces aspects d'abonnement des SIM au réseau des opérateurs afin que les informations soient correctes. Aujourd'hui, quand vous voulez prendre un abonnement, si les informations d'identification ne sont pas correctes, le processus il est bloqué. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas poursuivre. Une identité fiable passe forcément par des actions concrètes. Le suivi et évaluation occupent une bonne place. La RTP disposera également d'un accès à cette base virtuelle afin que nous-mêmes, que nous puissions prendre des échantillons pour pouvoir faire des contrôles. Une solution pour mieux garantir la sécurité des utilisateurs. Seulement, il y a des impératifs. L'opérateur doit clairement dire au consommateur qu'il ne doit répondre obligatoirement que sur 3 éléments, c'est-à-dire son nom, son prénom, son numéro de carte d'identité, et que toutes les autres questions sont facultatives et que le consommateur n'est pas obligé d'y répondre. Les opérateurs ont donc 6 mois pour faire leur dernier réglage, un travail qui consiste avant tout à sensibiliser leurs clients. Allez, parlons à présent des délégués du personnel du groupe de presse Nouvel Horizon envoyés en chômage technique suite à leurs revendications. Ces derniers auraient émis des requêtes concernant le renouvellement du matériel informatique sur place, le paiement du 13e mois et le reclassement de journalistes titulaires d'un Master 2 AC pour que leurs revendications leur valent des sanctions. Écoutons à ce propos Gadiaga Diop John. Elle est déléguée Saint-Pix, section Nouvel Horizon. Elle est interrogée par Ibou Diouf. L'affaire est très simple. Le directeur général de Nouvel Horizon, Abdoulaye Bamba Diallo, ne veut pas voir de syndicat dans sa maison. L'affaire est toute simple. Il a rayé le syndicat au niveau de Nouvel Horizon. Parce que tout simplement,
la section Synpics de Nouvelle Horizon avait des revendications qu'il avait portées au niveau de l'inspection du travail. La section revendiquait tout simplement l'achat d'ordinateurs, d'outils de travail qu'il n'a pas acheté depuis 2005. Le reclassement d'un journaliste qui a eu son master, le paiement des salaires à temps et l'atmosphère délétère au niveau de l'entreprise. Quand on a eu à introduire cette requête-là, c'était le 8 mars dernier, l'inspection nous a donné raison. Maintenant, quand on était en train de signer un PV de non-conciliation pour au moins avancer, il a introduit au niveau de l'inspection, sans respecter la procédure, une mise en chômage technique des 2 délégués. Il a ciblé les 2 délégués et un syndicaliste avec qui il n'était pas en odeur de sainteté. Et il a éliminé la tête de la section Synpics dans son entreprise. C'est ce que nous déplorons et nous appelons l'opinion nationale et internationale, l'opinion nationale et surtout les confrères, pour leur dire qu'il ne faut pas laisser passer ces choses. Parce que je ne sais pas si tous les employeurs peuvent faire de la sorte, que deviendrait l'action syndicale. Le CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, fête ses 50 ans. Plus de 1000 journalistes, dont 579 Sénégalais, ont été formés dans ce centre de référence. Pour immortaliser son demi-siècle d'existence, l'Amicale des étudiants compte dérouler plusieurs activités à compter du 12 mai prochain. Des activités dont le contenu a été dévoilé en point de presse. Et à ce propos, nous écoutons Seydina Abagay. Il est au micro d'Aminata Mbaresso et Modou Diop. Cultive l'excellence depuis 50 ans. Maintenant, on a jugé nécessaire d'organiser les journées du cinquantenaire pour rendre hommage aux personnes qui ont marqué les médias au Sénégal pendant les 50 dernières années, mais aussi à des cestiens qui sont sortis récemment et qui concourent eux aussi à maintenir l'image de prestige de l'école. Il est important que tous les anciens cestiens, mais aussi les partenaires, y mettent la main parce que le CESTI est la première école de journalisme. Depuis 50 ans, c'est la première école de journalisme en Afrique francophone. Et le CESTI, depuis 50 ans aussi, fait partie du top 10 des écoles de journalisme d'Afrique. Je pense que c'est important que tous ceux qui sont intéressés par l'image du Sénégal au niveau national et international y mettent la main, que ce soit les médias, les partenaires, mais aussi et surtout les anciens cestiens. La SUNEOR, décidée à accomplir sa mission en parfaite intelligence avec la nouvelle équipe en charge de la gérer. La nomination de Pape Dieng comme directeur général et de Youssoufa Diallo comme président du conseil d'administration a été bien accueillie par les travailleurs sur place, des travailleurs qui justement insistent pour que la relance de l'entreprise consacre une priorité à la diversification des produits connexes. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. La société d'huilerie SUNEOR vient d'avoir un nouveau directeur général en la personne de Pape Dieng, un choix apprécié par les travailleurs. Nous les saluons, nous les accueillons aussi favorablement. Nous n'avons aucun préjugé défavorable par rapport à cette équipe. Au contraire, les travailleurs sont engagés à les accompagner pour assurer une bonne transition. Pour la relance de la société, le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop, pense que les dirigeants doivent se pencher sur les produits annexes et leur diversification pour assurer un véritable développement de la société. Leur mission n'est pas simple parce que les unités industrielles de la SUNEOR, celles de Louga, de Ziguinchor, de Diourbel, de Dakar et de Kaolack sont pratiquement à l'arrêt, sont en lambeaux faute d'investissement. Aujourd'hui, il s'agit justement de relancer ces unités industrielles-là. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de collecte pour pouvoir raffiner de l'huile, mais on a des activités annexes qui peuvent faire fonctionner ces unités industrielles-là. Le sort des travailleurs, pour Cheikh Diop de la CNTS-FC, doit être une priorité pour cette nouvelle équipe dirigeante. J'ai l'habitude de dire que chaque entreprise en difficulté comporte un passif social et des travailleurs aussi en difficulté. Nous voulons que dans cette relance et dans cette période de transition, la préoccupation des travailleurs soit prise en compte. Nous avons eu à renoncer à beaucoup d'avantages. Nos cotisations sociales sont en retard. Les cotisations syndicales aussi. Nous avons beaucoup d'avantages qu'on avait mis en veilleuse. Tout ceci doit être revisité dans le cadre d'un dialogue social qui accompagne la relance. En tout cas, les travailleurs sont prêts à soutenir les nouveaux dirigeants jusqu'à la preuve du contraire.
Une nouvelle découverte de gaz naturel a été faite au large de Kayar avec le puits dénommé Teranga 1. Ce puits d'exploration a atteint une profondeur totale de 4485 mètres avec une épaisseur d'eau de 1800 mètres. Les premières estimations sur les réserves de cette découverte sont de l'ordre de 140 milliards de mètres cubes. Une découverte, la deuxième réalisée par l'association comprenant les sociétés Cosmos Energy, Timis Corporation ou encore Petrosen. Un communiqué du ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Du nouveau dans l'affaire de la cité Tobago, les 7 maisons menacées de démolition vont être épargnées. Autorités et propriétaires ont finalement trouvé un terrain d'entente du côté des propriétaires. C'est naturellement un ouf de soulagement qui est poussé. Fatima Taba, Mohamed Dian. Ces maisons restantes à la cité Tobago ne seront finalement pas démolies, une décision du gouvernement bien accueillie par les propriétaires. Président de la République. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le président de la République Macky Sall, son premier ministre, ainsi que le grand serigne de Dakar Ibrahima Diagne. Nous sommes très contents, vraiment. Parce que biñu sonné jaxlé xamuñu fu ñuy tek suñu tank mo ñew déplacer wu jël ay engagement. Près de 400 maisons ont été démolies dans ce quartier. Pour cette dame qui a préféré garder l'anonymat, des personnes de mauvaise foi sont à l'origine de ce scandale. Saytaane yi ñoo dajaloo def seen programme présenter président dossier. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre derrière ce scandale. Elles ont monté un dossier contre nous, parlant d'un problème de sécurité aux alentours de l'aéroport, mais Dieu est puissant, il a tranché en notre faveur. Maintenant que son domicile est épargné, le chantier va reprendre. Oh que oui, nous allons reprendre nos chantiers. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour le recasement des victimes de démolition, un site de 6 hectares a situé à Ngor, un ouf de soulagement après 11 mois de peur et d'inquiétude. Pèlerinage marial de Popenguine. L'heure est au dernier réglage à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. La liste des inscriptions est déjà clôturée. Cette année, quelques 800 pèlerins ont été inscrits et sur place, c'est l'ambiance des grands jours. Fatidien et Youssou Barou se sont rendus à la paroisse. Reportage. Un groupe de jeunes paroissiens préposés à la distribution de tissus. À l'entrée, le chargé des inscriptions fait le point. Ici, à Saint-Paul, on a eu 800 marcheurs. L'augmentation du nombre de marcheurs, c'est dû à la diminution du prix de l'inscription. Hélène Mendy, une habituée de la marche, est venue récupérer ses tissus. Salam. Ça va. Hélène Mendy, Diminga Diata. Je me suis inscrite par la grâce de Dieu. Ici, à l'église Saint-Paul de Grand-Yoff, la liste des inscriptions est clôturée depuis lundi dernier. On est en train d'enregistrer les dernières personnes qui sont venues et de leur donner aussi leur tissu. Chaque marcheur qui s'inscrit à hauteur de 8 000 francs, il a le tissu gratuitement. À chacun sa tâche bien définie. Joséphine et Abel distribuent des badges. L'innovation, cette année, la vente de ces badges. Avec les badges, nous sommes mieux organisés. En plus, avec les recettes, nous arrivons à régler quelques petites dépenses. Ça nous sert pour logistique, côté financier. Le 15 mai prochain, Pierre David et ses amis vont rallier Popenguine à pied. En attendant l'événement religieux, ils louent le Seigneur, le cœur rempli de joie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, te tape le soleil. Fatidien, merci. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent. À quelques mois de la saison des pluies, les populations déjà dans la hantise de subir les affres de l'hivernage. Dans les zones inondables, l'écoulement des eaux est effectivement une équation qui demeure. Un écoulement qui serait provoqué
par des égouts bouchés. L'ONAS en charge de l'assainissement est conscient des désagréments qu'une telle situation engendre. Ses responsables viennent de demander aux élus locaux de procéder au désensablement des rues qui abritent ces égouts afin d'éviter le pire. Salif Sow, Asmaïk Diop nous font le compte-rendu. À chaque année, sa campagne pré-hivernale. Cette fois-ci, la forte délégation du directeur de l'ONAS a fait un tour au niveau de la station d'épuration de Cambérène. Les stations de pompage de Ndiawar Diagne et de Grand Yoff ont été visitées. Des opérations pré-hivernales ont été aussi menées à Thiaroye, Guédiawaye et Front de Terre. L'entretien du réseau semble être assuré, mais partout, c'est pratiquement le même constat, le même appel lancé à l'endroit des autorités locales. Les déchets solides sont souvent chavirés et occupent nos réseaux et parviennent à créer des bouchons qui ont des impacts négatifs sur la fluidité des réseaux. C'est pourquoi nous serons heureux si les communes aussi vont nous aider en procédant à des opérations de désablement et en enlevant aussi l'essentiel des ordures avant le début de l'hivernage. Interpellé par le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, les municipalités s'engagent. Une commission qui s'appelle un régie, qui est en train de désembler tout ce qui est sable au niveau du territoire pour qu'on puisse avoir pas de ces problèmes. L'engagement de la mairie est loin de rassurer ses administrés victimes lors des dernières inondations. On a tout perdu, on n'a rien en ce moment. Tu avais fait l'évacuation, mais ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. La canalisation, c'est bien fait. On n'a rien à dire. On a enlevé le sable. Sinon, ça va se faire. Toutefois, la présence du sable fin et des déchets solides dans les égouts engloutissent les efforts consentis par les autorités en charge de l'assainissement. Regrette celle-ci. Et nous restons avec l'ONAS qui, justement, vient d'investir une somme de 900 millions de francs CFA pour offrir une meilleure qualité de service aux populations. Grâce à cette somme, l'entreprise s'est dotée de 2 camions hydrocureurs et de 2 véhicules dotés de caméras. L'acquisition de cet important matériel est destinée à améliorer l'entretien du réseau. Un réseau dont l'entreprise s'engage également à garantir la fonctionnalité des stations d'épuration, mais aussi stations de pompage. En tournée dans la banlieue, le patron de l'ONAS que vous venez de voir s'est exprimé sur cette nouvelle démarche. Je vous propose de l'écouter, toujours avec Salif Sow et Asmaïk Diop. Les opérations pré-hivernales ont commencé depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre les outils modernes que l'ONAS a acquis dans le cadre de ces OPH, tels que les véhicules d'inspection des réseaux, nous en avons 2, qui permet, après un curage fait par nos sous-traitants, qu'on puisse choisir des zones au hasard et faire passer notre caméra, le véhicule d'inspection, qui nous permet de pouvoir apprécier si le travail a été fait correctement. Donc, en plus de cette innovation aussi, il y a les aspiratrices, mais comme aussi les camions hydrocureurs qui ont été acquis dans le cadre du projet des 5 centres financés par l'Union européenne, qui nous ont permis de curer complètement et entièrement toutes les stations d'eau pluviale et d'eau usée de la région de Dakar, comme dans les régions aussi. Les 2 camions hydrocureurs, c'est une subvention de l'Union européenne de 500 millions de francs CFA environ. Bon, les véhicules que vous avez vus derrière nous ont été acquis sur fonds propres de l'ONAS pour un montant de 400 millions environ. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour entretenir tous les réseaux à Dakar comme dans les régions et que toutes les stations aussi seront fonctionnelles. Il n'y aura pas de dysfonctionnement, Inch'Allah, ils seront fonctionnels. Et le personnel aussi adéquat est déjà recruté et seront mis en place dès le mois de juin. Et c'était donc stupeur ce mardi matin sur la Corniche Ouest pour les passants qui ont découvert que des actes de vandalisme avaient été perpétrés sur la statue du président poète. Des actes commis par des inconnus et qualifiés de lâches et barbares par Amadou Lamine Sall, le secrétaire général de la Fondation de Gorée. Nous l'écoutons. Ses propos sont recueillis par Mamadou Fall. J'ai été informé hier matin par le sculpteur, M. El Hadji Mboup, un grand sculpteur, à qui d'ailleurs Senghor avait donné une bourse pour qu'il aille faire l'une des plus grandes écoles en Russie à l'époque. Donc El Hadji m'a appelé en me disant que la statue a été vandalisée. Je suis arrivé ici donc, pour constater que la plaque qui avait été posée lors du dernier sommet de la francophonie a été arrachée et emportée. Et je me suis rendu compte également que l'œil gauche du président a été crevé
les lunettes ont été cassées. Nous allons déposer une plainte contre X, évidemment. Et nous restons dans le monde de la culture pour parler de choses beaucoup plus gaies. Cette fois-ci, le Dakar 2016 qui bat son plein. La Biennale de l'art contemporain, c'est aussi une histoire d'exposition collective. À l'Espace Alliance, 3 artistes triés sur le volet gratifient le public de leurs œuvres. Patrick Singh, Hassim Bey ou encore Bakinado Bokoum plongent les visiteurs dans le monde des contemplations. Ibou Diouf et Jafar Baye ont assisté, compte rendu. 3 artistes pour une passion, la peinture. La Biennale du Dakar est un rendez-vous de l'art visuel. Une bonne tribune pour ces amoureux de l'art de faire montre de leur créativité. Tout ça, c'est sur le thème de la diaspora africaine dans le monde. Et c'est le thème principal de mon travail depuis plus de 20 ans, quoi. C'est comme un journal de bord qui se traduit soit en peinture, soit en livre d'artiste, soit en dessin, soit en sculpture. Et le message, c'est quoi? C'est la vie en famille, c'est pratiquement aussi l'éducation, tu vois, et la solidarité en tant que telle aussi. Donc c'est ça qui me motive le plus, quoi. L'amour, la passion, fruit de ces réalisations, mais aussi le soutien des partenaires est déterminant. Nous soutenons les artistes parce que ça rentre dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale de l'entreprise d'Alliance. Donc on s'est donné comme objectif depuis de nombreuses années de soutenir les artistes en leur offrant un cadre, donc notre bâtiment en général, et en leur permettant d'exposer leurs talents au niveau de nos bâtiments. À chacun son goût ou son style, au grand bonheur des connaisseurs ou des visiteurs. Le noir, parce que c'est la synthèse de toutes les couleurs. C'est-à-dire si on mélange toutes les couleurs, on obtient du noir. Je ne fais pas de choix à travers les couleurs. C'est les couleurs qui me parlent, qui me dictent. Je me considère même comme un esclave de ma passion, de la peinture en quelque sorte, quoi. La Biennale Dakar se poursuit, encore plein de couleurs à voir, avec à la clé beaucoup de messages clairement définis. Et après la division des investigations criminelles, c'est au tour de la gendarmerie de frapper un grand coup et pas des moindres. Plus de 22 000 tonnes de riz impropre à la consommation ont été saisies. Une belle prise des auments bleus évaluée à 6 milliards de nos francs. Le produit était stocké à la ZAC de Mbao. 16 personnes impliquées dans le trafic ont été arrêtées. Ibrahim Akan avec des images signées de la gendarmerie. Dans cet entrepôt, des milliers de tonnes de riz stockées. Le produit est toutefois impropre à la consommation humaine et pourtant, des personnes mal intentionnées en ont fait leur business avant que la gendarmerie ne sévisse. Le 5 avril dernier, suite à une opération menée par la brigade de Mbirkilane qui avait saisi 40 tonnes de riz dans son secteur, et ce riz a été jugé impropre à la consommation humaine. La brigade de Mbirkilane nous a poussé l'information et on a pris le relais. On a par chance localisé l'entrepôt qui se trouvait à la ZAC de Mbao. Et après 3 jours de surveillance, 72 heures, nous avons investi les lieux et avons procédé à une saisie de 22 262 tonnes de riz brisé indien. Après cette première saisie, les hommes en bleu ont continué la surveillance des lieux. Démarche qui aura permis de détecter des activités douteuses aux abords de cet entrepôt. Et ils nous ont aussitôt alertés et on a fait un transport sur les lieux et avons trouvé sur place des individus qui étaient en train de procéder à un reconditionnement de riz, pire que celui qui a été saisi, et ils étaient en train de le reconditionner dans des sacs bleu, neuf, portant l'inscription riz samouraï. De haute qualité, qualité supérieure, avec des dates de production et de péremption avril 2015 et avril 2017. 16 personnes ont été interpellées dans ce trafic illicite qui pourrait avoir des conséquences sérieuses sur la santé des populations. Aujourd'hui, la gendarmerie demande plus de vigilance aux consommateurs, surtout ceux en milieu rural.
Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons sur les tatamis. C'est pour parler de judo. La 4e édition du tournoi international Amahelo des Parcelles Assainies a vécu. Pas moins de 100 judokas ont participé à la compétition et les vainqueurs ont reçu, outre les médailles, une enveloppe financière selon Khalidou Gataba, directeur technique du centre Amahelo. Ses propos sont recueillis par Cher Sadi Boudjara. On peut dire qu'on a regroupé les ligues qui existent dans la fédération. On a réussi pour atteindre un nombre de 100 combattants, les garçons et les filles. Donc c'est une grande satisfaction. À part le tournoi international de Dakar, je pense que le tournoi international de Amahelo a regroupé le maximum de combattants. Médaille d'or a reçu une enveloppe de 20 000 francs, médaille d'argent 10 000 et les 2 bronzes ont reçu chacun 5 000, 5 000. Donc c'est juste pour motiver les combattants, motiver les judokas, motiver les champions de demain. Et pour avoir des champions de demain, il faut avoir la motivation extérieure qui est la motivation des sommes, des prix, comme le fait les autres pays, comme quand on parle de grands prix, des grands chalams, donc c'est des chèques, c'est des enveloppes. Nous, on a débuté pour la somme de 20 000 francs et Inch'Allah, peut-être avec le maire des Parcelles Assainies, on va essayer d'augmenter les enveloppes. Les championnats régionaux d'athlétisme de Dakar se sont bouclés le week-end dernier. Douane, Jaraf et Siad sont les clubs qui se sont le plus distingués sur la seule piste fonctionnelle de Dakar. C'est pourquoi Baracham, président de la Ligue d'athlétisme de Dakar, demande la pose de nouvelles pistes, surtout dans la banlieue. Nous l'écoutons toujours au micro de Cher Sadi Boudjara. D'habitude, nos championnats régionaux, on ne l'organisait pas ici, à Léopold. On a l'habitude de l'organiser au stade Ibamar. Mais regardez actuellement l'état de vétusté de la piste du stade Ibamar. On ne peut plus pratiquer de l'athlétisme là-bas. C'est pourquoi on s'est rabattu au stade Léopold Sédar. Maintenant, c'est la seule piste qui nous reste dans la région de Dakar. Et je dis ça, c'est inadmissible. Une région comme Dakar, qui est la capitale du Sénégal, qui n'a qu'une seule piste d'athlétisme fonctionnelle. Et avec cela, on veut développer l'athlétisme. Donc moi, je lance un appel aux autorités, à qui de droit, qu'ils nous viennent en aide par rapport à la piste de Ibamar. Non seulement par rapport à la piste de Ibamar, mais aussi, on a 2 stades en banlieue. Hein? Le stade Alassane Djigo de Pékin et le stade Amadou Barry de Guédiawaye, où la piste n'est pas encore faite. Et c'est des quartiers très populaire qui regorge énormément de jeunes, donc il y a énormément de potentiel à capter là-bas. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'information qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, nous retrouvons de l'autre côté du studio Chérif pour la suite des programmes. C'est dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir à vous Sarah et merci beaucoup. Juste avant de partir, tu aimes danser ? Oui, j'aime danser, ça dépend de qui chante surtout. Voilà, justement la suite, ça peut vous intéresser. Youssou N'Dour est notre invité ce soir. 6 ans après, il revient avec Sénégal Rec. Restez avec nous. Une toute petite surprise à la fin de cet entretien. Ça vaut le détour. À tout de suite, le temps de ce jingle.